Salut tout le monde, je m'appelle Antoine. Vous écoutez aujourd'hui le premier épisode de Entre deux vues. Entre deux vues, c'est un podcast que j'ai voulu créer avec mon père. On a tous les deux travaillé dans le milieu du cinéma une bonne partie de notre vie. Il y a plein de choses qu'on s'est rendu compte sur lesquelles on s'entendait pas nécessairement dans la vie, mais notre amour pour le cinéma, c'en est une. Pour ma part, moi j'ai été assistant de production pendant des années. J'ai aimé découvrir des films qui viennent du Québec, d'ailleurs, de ma génération, pas nécessairement de ma génération. Bref, je me suis rendu compte que une conversation autour de la découverte des films, avec mon père, là, en l'occurrence, ça m'apparaissait assez intéressant, intriguant. Donc, c'est ce qu'on a cherché à vouloir faire avec le concept de l'émission. Proposer des films à l'autre, qui n'a pas nécessairement vu, qui ne connaît pas nécessairement, ou simplement pas du tout, étant pas de sa génération, ou pas nécessairement de ce qu'il regarde habituellement. Bonjour. Alors, donc, moi, c'est le papa. C'est le vieux cinéaste de plus de 40 ans de carrière. Et puis, j'ai répondu oui à l'appel de mon fils, Antoine, pour parler de films qu'on a vus ou pas vus et qu'on s'invite à regarder l'un et l'autre. C'est un peu ça le concept de l'émission. Je propose 3 films dans 3 catégories que Antoine a décidé. Je lui propose 3 films et il fait de même avec moi. On regarde les films chacun de notre côté et après, on va en discuter. Dans les catégories, on va beaucoup exploiter les catégories films policiers, thrillers, films d'horreur même aussi, soit dramatiques ou comiques, et des films de guerre aussi. Mais on va éventuellement, en tout cas, se pencher sur plein d'autres sortes et de genres de films. Alors, on est là aujourd'hui pour vous faire partager notre passion du cinéma. Alors, on va se lancer avec 2 films dans la catégorie films policiers. Antoine, tu m'avais proposé de regarder un film de 2018 qui s'appelle Widows, un film de Steve McQueen. Et moi, je t'avais proposé un film qui est sorti en 1974, Chinatown, avec Jack Nicholson dans une de ses premières très grandes performances. Qui reste, d'après moi, je veux dire, avec ce qu'on a vu de sa carrière, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, un de ses meilleurs rôles. Moi, j'avais pas vu ça avant, puis je veux dire, je suis tombé sur quelque chose qui m'a comme flabbergasté. Oui, très certainement un de ses meilleurs rôles. C'est un truc complètement fou, ce film-là. Dans l'histoire, dans la manière d'écrire, dans la manière de ficeler, je veux dire, l'intrigue, ça accode des films policiers d'aujourd'hui très facilement. Oui, c'est un film qui a très bien vieilli, parce que je pense pour 2 raisons. C'est que déjà, c'est un film d'époque qui se passe dans les années 40 à Los Angeles, dans le milieu interlope et tout ça. Donc, on regarde ça et on n'est pas du tout dépaysé. On est dans un film d'époque. Ouais. Mais le film, dans sa structure et dans son audace, parce qu'au niveau des mœurs sexuelles dans le film et tout ça, ça va loin. C'est pas de la porno, là, mais ça va loin dans le côté un petit peu tordu des mœurs et des sous-couches du film. Donc, le film a une structure quand même pour un film... Tu peux spoiler le monde. Hein? On va prendre en considération qu'il y a du monde qui vont écouter le podcast, qui l'ont vu, le film. On va pas se garder une gêne, je veux dire, pour un film de 74. Non, je suis d'accord. Mais donc, c'est un film... Moi, je me souviens, en tout cas, j'ai vu ce film-là quand il est sorti. J'étais allé le voir en salle. J'étais très jeune, là, ça faisait comme peut-être 2 ans et demi que j'avais terminé mon cégep et tout ça. Polanski, c'était un cinéaste qui était déjà... Controversé à l'époque? Non, à l'époque, non, pas du tout. Qui était pas pour les raisons qu'on connaît aujourd'hui. Oui, je tiens juste aussi à préciser, je veux dire, pour les gens qui écoutent, que ce qu'on lui reproche encore aujourd'hui, je suis pas expert judiciaire. D'une certaine manière, je préfère pas m'en mêler, mais je tiendrais le même discours que pour les œuvres de Claude Jutras quand c'est sorti. La personne qui a fait le film a fait des choses ignobles dans sa vie, mais on peut pas bâcler, je veux dire, l'œuvre de quelqu'un. Donc, je considère
j'ai considéré de prendre Chinatown, je veux dire, à l'étude, je veux dire, par rapport au conseil de mon père, parce que je savais que ça représentait quelque chose de plus vaste que ce que Polanski peut représenter lui-même de sa personne. Le film n'est pas porté par lui. Jack Nicholson crève l'écran et c'est là-dessus que je me suis laissé impressionner. Mais je pense que le film, de toute façon, c'est ça. Il a beaucoup d'intérêt à être encore vu aujourd'hui pour la performance non seulement de Jack Nicholson, mais de Faye Dunaway, de John Huston, Celui qui joue le père. Celui qui joue le père. C'est okay, cinglé, qui est un des grands réalisateurs américains. La voix de ce gars-là dans le film. La voix, la présence de John Huston dans le film, l'espèce de menace sourde qui installe avec son personnage tout le long du film. Donc, ne serait-ce que pour tout le casting, la direction artistique est superbe. Oui, surtout pour l'époque, là, je veux dire, tu sais, parce que tu regardes ça aujourd'hui, puis je sais pas, genre, tu le checkes avec un chum qui l'a jamais vu, puis tu sais, après, tu dis, c'est clair que ça a été fait il y a longtemps, mais je veux dire, on se douterait pas que ça a été fait en 1974. C'est loin, là, je veux dire, par rapport à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, selon moi, je veux dire, en excluant ce que je viens de dire par rapport à Roman Polanski, je veux dire, en mettant de côté ce que ce gars-là a fait, ça reste un film légendaire à mes yeux. Par rapport à ce que vient de dire mon père, par rapport au casting, par rapport à juste comment le scénario est construit, par rapport au genre d'intrigue, puis bref, par rapport à tous ces éléments. Oui. Ben, il faut dire aussi que c'est un film qui a gagné un Oscar, qui a eu de nombreuses nominations. 24 nominations. Puis... Ça, c'est probablement sur plusieurs festivals, mais en tout cas, n'importe. C'est un film qui a été encensé, qui a été décoré, et c'est considéré dans la liste des 100 meilleurs films de tous les temps. Oui, puis ça reste sur ces listes-là, je veux dire, au courant des années. Oui. Le score que ça a gagné plus précisément, c'est en 75. C'est justement, je faisais référence au scénario, c'est le score du meilleur scénario qui a été décerné à Robert Towne. Towne, oui. On prononce pas le... Non. Robert Towne avait été approché pour écrire le scénario d'un remake à cette époque-là de l'histoire du The Great Gatsby. Qui a été refait avec DiCaprio. Oui, plus récemment. Mais le Great Gatsby, c'est un film qui a été fait et refait, je pense, on est rendu à peu près une demi-douzaine de fois. Genre comme The Star is Born. Et oui, c'est ça. Et donc, on avait offert, à cette époque-là, on avait offert 125 000 $ à Robert Towne, qui était un grand scénariste américain, pour réécrire une nouvelle version du Great Gatsby. À quel point c'est beaucoup à l'époque? C'est beaucoup d'argent. En 1974, pour un scénario qui n'est pas un scénario original, qui est une adaptation, là, une Xème adaptation, c'est beaucoup d'argent, sans compter que lui était déjà comme une star scénariste, donc il pouvait probablement se négocier aussi une toute petite cote sur les profits du film. Je sais pas. Là, je spécule. Ou une petite coche de plus, genre peut-être le 25 000 de plus, peut-être pour sa réputation. Et il a répondu à cette offre, il a répondu non, moi, c'est une œuvre qui est trop importante, qui est trop magistrale. Je ne suis pas à la hauteur de faire une nouvelle version de cette œuvre-là. Ou je veux pas être le gars qui fait foirer le truc. Je vous remercie. Et il s'est reviré de bord et il y avait entre les mains le synopsis, ou en tout cas peut-être une première version de Chinatown, puis les studios lui ont donné comme 25 000 $ pour écrire Chinatown, puis il a écrit Chinatown. Puis il a gagné un Oscar avec. Puis sa carrière s'est beaucoup mieux portée. Ouais. La sienne, en tout cas. La sienne. Ouais. Vu le succès du film. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais oui, je veux dire, toi, à l'époque, pourquoi t'avais aimé ce film-là? Parce qu'on mentionne le scénario, je veux dire, le casting, mais comme toi, je veux dire, le petit jeune qui voit ça dans une salle de cinéma à l'époque. Parce que moi, je l'ai vu... Je l'ai vu sur un laptop, j'ai pas les mêmes références que toi. Ouais. Je veux dire, le voir sur un grand écran, je veux dire, en pellicule à l'époque, il y a, tu sais, je veux dire, il y a le grain, il y a le son, il y a toute l'ambiance de la salle
que, je veux dire, à moins de faire une projection privée aujourd'hui... Pardon, j'ai une fin de rhume, là. Ouais, mais sa vieillesse le trahit un peu. Ouais. Mais c'est ça, je veux dire, qu'est-ce qui t'avait écoute, suggéré? j'essaie de me souvenir. Premièrement, pourquoi j'ai couru pour aller voir ce film-là? Très certainement parce que au départ, c'était un film de Polanski, puis il y avait eu Rosemary's Baby, puis en tout cas, bref... À l'époque, il n'était pas aussi polarisé qu'aujourd'hui. Non, puis de toute façon, c'était, et je pense que ça demeure un grand artiste. Mais, je veux dire, ça mis à part, je veux dire, on connaissait pas beaucoup Jack Nicholson, tu sais. Donc c'était, mais on voulait le voir jouer. C'est quelqu'un qui interpellait le public. Alors donc, je pense que c'est probablement beaucoup pour le casting aussi que je suis allé voir le film parce que j'adorais Faye Dunaway. Je veux dire, c'est vraiment une femme qui me faisait flipper. Et j'avais beaucoup de respect pour l'œuvre, puis la carrière, en tout cas, de John Huston. Et John Huston, il n'a pas été acteur dans tant de films que ça. C'est avant tout un réalisateur. Il a joué des rôles importants dans quelques films, mais c'est toujours un plaisir de le voir jouer. Donc, je pense que c'est pour ça, puis je pense que j'ai été émerveillé du film pour la qualité du scénario, la qualité du jeu, la direction artistique. La caméra est impressionnante. La caméra, le travail de direction photo est superbe. Donc, la musique, tu sais, je veux dire, c'est un film extrêmement bien ficelé. Puis j'ai l'impression que même si c'est un film qui se passe à l'époque, puis je veux dire, j'ai comme référence d'être allé à Los Angeles il y a quelques années, mais sans avoir découvert la ville de fond en comble, j'ai l'impression que déjà à l'époque, il y avait, je sais pas si c'est la bonne expression, mais cristalliser l'essence de la ville. Ouais. Je veux dire, le fait que c'est une tellement grosse ville que tu le sais qu'il y a des tout croches dans chacun des quartiers, que chacun veut tout le temps quelque chose de plus. Oui, puis ça, à travers le film, tu le ressens. Oui, puis Los Angeles, c'est une ville où il y a eu, dans ces années-là, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, beaucoup de corruption. Beaucoup de corruption. Alors donc, les histoires dans ce style-là, les histoires policières foisonnent. OK. Puis, est-ce que tu peux... Là, on parle du film, de l'ambiance, du climat de la ville, mais pour les gens qui ne l'auraient pas vu, qui écoutent, fais juste nous expliquer un petit peu l'histoire de base. Je veux dire, c'est... Ben là, écoute, c'est moi qui t'ai invité à le regarder. Fait que c'est peut-être... Mais je veux dire, c'était ton conseil. Oui, je suis d'accord. Mais là, c'est toi qui as redécouvert le film. Mais non, alors, non, moi, je l'ai découvert. C'est peut-être moi qui devrais te renvoyer cette question-là. Raconte-nous un petit peu ce que tu as découvert, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelqu'un de ta génération qui découvre ce film-là aussi longtemps après, qu'il l'avait jamais vu, OK? Puis, de toute évidence, le film t'a enchanté, OK? C'est impressionnant. Oui. Donc, dis-nous pourquoi, puis dis-nous de quoi le film parle. OK, je vais plutôt essayer de te dire qu'est-ce que j'ai compris dans l'histoire, puis interviens au bout, tu vois que je veux dire, je me perds, parce que j'ai compris que Jack Nicholson, c'est un détective privé qui, sans scrupule, va aller travailler avec les personnes qui le payent, simplement. Si tu le payes, il va faire ta job. Oui, il n'y a pas grand scrupule. Puis, il tombe, mais il n'est pas méchant dans le film pour autant. C'est ça le truc, c'est comme, OK, tu me payes, OK, c'est bon, je vais travailler pour toi. Mais, fait que j'ai compris que lui, il se ramasse sur une affaire où il a l'impression de se faire mener par le bout du nez. Ouais. Genre, il a l'impression que l'actrice, je me rappelle plus du nom du personnage, mais il a l'impression que Faye Dunaway, dans le film, elle se fout de sa gueule, mais comme solide. Là. Elle fait juste le tenir occupé, là. Ouais, genre, tu sais, puis qu'il y a quelque chose qui se passe plus loin. Oui. Je veux dire qu'il se rend pas... Il se rend pas compte ou il n'arrive pas à deviner ce que c'est. Non, ça, j'ai compris ça. Mais c'est tout le truc à un moment donné du dompage d'eau
que j'ai pas compris. Ben, Qui ça, a avantage? C'est ça que je comprenais pas. Parce qu'il y a un truc qui a un lien pour les gens, je veux dire, qui regarderont le film. Le personnage de Jack Nicholson trouve un indice à un moment donné dans la maison du personnage de Robert Hughes, c'est ça? Il trouve la paire de lunettes. Fait que là, moi, je comprenais à ce moment-là dans le film qu'il y a toute une intrigue liée au pouvoir, je veux dire, dans l'histoire. Mais c'est le bout par rapport à... Il retrouve un corps à un moment donné dans un réservoir, mais tu comprends qu'il dompe de l'eau pour... C'est ce bout-là que j'ai pas compris. oui, ben là, écoute, moi, c'est toi qui as revu le film. Moi, je l'ai pas revu le film. Mais quand j'essaie de me remémorer cet aspect-là de l'histoire, c'est que il y a énormément, et il y a eu, ça, il y a multiples histoires vraies par rapport à ça. L'histoire de l'aménagement des conduites d'eau qui amènent l'eau potable à Los Angeles. Parce Ouais. qu'à Los Angeles, comme tel, il n'y a pas d'eau. Non. OK? Donc, il faut construire des conduites qui s'alimentent sur des rivières qui sont plus loin et d'amener l'eau à Los Angeles. Et l'eau, ben, ces conduites-là, ces canaux-là qui sont fabriqués de main-d'homme, passent sur des terrains qui appartiennent à quelqu'un. À Pierre-Jean-Jacques. Et les personnes qui prennent la décision que le canal, il va passer là, ou il va passer plutôt là, La réunion du début ben, du film. ça, ces gens-là, ils sont en position de se faire acheter pour prendre des décisions de « Ah, je vais plutôt le faire passer sur ton terrain, puis je vais te faire du cash avec la vente de ton terrain, puis tu vas m'en verser une partie du cash. » Puis donc, les multiples histoires de corruption. Donc, le fond de l'intrigue, le background de l'intrigue dans Chinatown tient autour de ça. OK. Mais Mais à un moment donné, Jack Nicholson, non seulement, comme tu viens de dire, il sent qu'il se fait comme manipuler dans cette histoire-là, puis qu'en réalité, il est en train de mettre les pieds dans quelque chose qui est beaucoup plus gros que ce sur quoi on lui a demandé d'enquêter, mais il se met, à un moment donné, les pieds dans des plates-bandes où il n'y a pas d'affaires. Puis là, on y fait comprendre qu'il n'y a pas d'affaires là. OK. Mais juste pour mettre en contexte par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour les gens qui vont écouter, je vais juste vous lire un petit synopsis du film pour mieux comprendre ce qu'on vient d'évoquer. Dans les années 1930, Los Angeles est en pleine sécheresse. Evelyn Mulray engage le détective privé Jake Gittes, je ne sais pas si je le prononce bien, pour suivre son mari. Ingénieux, haut placé au département des eaux de la ville et soupçonné d'adultère. Holly Murray s'oppose à la construction d'un barrage hydraulique qui permettrait d'alimenter les cultures et les élevages en eau potable. Gittes, c'est Jack Nicholson, finit par prendre Hollis en photo avec une autre femme. Un article racontant l'infidélité paraît dans le journal et Evelyn Mulray vient à se plaindre auprès de Gittes. Il s'avère que la personne qui l'avait engagée n'était pas la vraie Evelyn Mulray. Fait qu'il y a tout aussi, genre, le fait que la femme qu'on voit au début qui prête... C'est comme... tout le monde a des avantages à mentir. Oui, c'est ça. Il y a de multiples couches de mensonges, là. C'est comme une espèce de millefeuille de mensonges. Ouais, puis je veux dire, sans spoiler, je veux dire, aux gens, je veux dire, la fin puis la chute du film, c'est crissement bon, là, pour de vrai, la chute. Là. C'est simple, c'est pas quelque chose de rocambolesque, de... style, on sait c'est qui a tué Kennedy. Là, non, c'était juste sous tes yeux tout le long du film. Ouais. Puis parce qu'il t'envoie de tous les bords par rapport à l'intrigue, t'arrives à la fin puis tu fais comme ouais, ok, j'aurais dû le voir. J'aurais dû le voir, mais je l'avais pas vu venir. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme, mais bref, c'est quand même aujourd'hui, je pense, quelque chose qui reste un classique. Et je tiens à le répéter parce que je veux pas encenser Polanski pour le côté personnel de sa personne. Je condamne totalement, je veux dire, ce qui lui est reproché. Mais bon.
le film reste quelque chose de sensationnel en termes d'œuvre en tant que tel. Ça demeure encore aujourd'hui une leçon de cinéma. Absolument. Puis je veux dire, à travers les prix qu'il a gagnés par rapport au scénario, tu sais, je veux dire, par rapport à la construction de l'intrigue, mais ça reste mon petit bonbon du film par rapport à la performance de Jack Nicholson. Ouais. Si je dois retenir, je veux dire, un argument pour le film, pour les gens qui ne l'ont pas vu, qui voudraient le regarder, donnez-vous la peine de découvrir cette performance-là d'acteur. Pas juste Nicholson. Nicholson étant ma préférée dans le film, mais pour Faye Dunaway, pour le personnage, je veux dire, de son père, pour tous les espèces d'acolytes de gros bras qui sont engagés, je veux dire, dans le film, pour les collègues de Jack Nicholson dans le film, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un personnage dans le film qui est mal construit. Chacun raconte son histoire, et d'une certaine manière, puis surtout à la chute du film, on boucle tout. Ouais. C'est pas un film qui aurait pu avoir une suite. C'est là qu'on comprend que... C'est une prouesse de scénario. C'est ça. J'allais dire, c'est le génie du scénariste, là, parce que c'est un film que Polanski n'a pas écrit. Il n'a pas même collaboré à l'écriture. C'est un contrat pour lui. Il va être complice un peu avec le scénariste, forcément, en amont et tout ça. Mais au départ, effectivement, c'est un contrat pour lui, là, pour Polanski. Donc, c'est vraiment l'œuvre c'est vraiment l'œuvre d'un scénariste, de Townsend, à part entière. D'accord. Et, bon. Est-ce qu'on change de film, là? Ben oui, je pense qu'on est rendu là. Bon. Là, c'est rendu à mon tour. Moi, j'avais donné à mon père un film un peu plus récent. Même très récent, là. Je veux dire, celui de McQueen, avec Viola Davis. J'espère que je massacre pas son nom. Non, c'est ça. Viola Davis. Viola Davis. Et si je suis pas à côté de la plaque, c'est elle qui joue dans How to Get Away with Murder. C'est une série télé en ce moment qui fonctionne super. Oui, je crois que oui. Où elle joue la prof de droit avec ses étudiants. Bref, ça, c'est juste pour la situer pour certaines personnes. Mm-hmm. Pour vous mettre en contexte, Widow raconte l'histoire. La ville dans laquelle l'intrigue se passe m'échappe. C'est Chicago. On est à Chicago et on se rend compte que très tôt dans le film, il y a, je vais mettre ça de même, il y a 5 poffins qui se font prendre pour quelque chose qu'ils ont fait. Un coup tout croche. Le film commence avec ça. Et on se rend compte très vite que ces gars-là, ces poffins-là, ils sont 5, avaient une énorme dette envers un autre poffin de la ville. Ouais. Puis sans révéler tous les trucs de l'intrigue, c'est aussi, je veux dire, une intrigue de corruption, chantage, qui est à travers le monde politique. Oui, il y a encore là, c'est ça que c'est le dénominateur commun entre les deux films, là, c'est la corruption politique. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ces 5 gars-là qui se font prendre, qui se font complètement zigouiller, ils n'ont aucune chance dès le début du film. Et, genre, très peu de temps après le début du film, a lieu la scène avec les funérailles du film. Et le moment intéressant, et c'est là que le film décolle, c'est que les gars qui avaient la dette, qui sont morts, je veux dire, les autres poffins qui leur couraient après, sont à leur enterrement et balayent la dette du côté des 5 femmes. Fait qu'ils viennent les voir, les 5 femmes. Les 5 veuves. Les 5 veuves, puis leur disent « Vos maris avaient un problème? C'est pas parce qu'ils sont morts que c'en est plus un. Maintenant, c'est le vôtre. Ouais. » Et à partir de là, on rencontre 5 personnages tellement intéressantes, menés par Viola Davis, ouais. qui est comme la chef de bande. Puis... Ben, c'est parce que c'est beaucoup elle qui a le plus gros du fardeau sur les épaules. Oui, absolument, parce que c'est comme... Tout le monde est comme pendu à ses lèvres dans l'histoire, puis c'est comme... qu'est-ce qu'on fait? Comment il faut faire? On sait pas quoi faire. Puis... C'est parce que c'est à elle que c'est elle qui se fait servir l'ultimatum d'1 mois. Ben oui, c'est ça. Parce que dans l'histoire, c'est que les méchants qui étaient des anciens collègues aux 5 maris donnent un ultimatum aux filles. C'est comme vous avez 1 mois pour retrouver notre cash, sinon, je veux dire, il va y avoir un deuxième funérail. Genre, il va y avoir des deuxièmes funérailles. Ouais. Mais
Donc, qu'est-ce que tu as aimé, je veux dire, de mon conseil? Je veux dire, parce que tu t'attendais-tu, je veux dire, à ce que je te conseille un film comme ça? Non, mais tu aurais pu me conseiller quelque chose de bien différent dans le domaine du film policier. Écoute, moi, c'est un film que j'ai apprécié pour le jeu des comédiens, puis des comédiennes surtout. Mais c'est un film que j'ai trouvé qui était peut-être un peu trop descriptif, un petit peu long, un petit peu descriptif. On procède vraiment pas à pas, mais en même temps, je comprends pourquoi le film est bâti de cette façon-là, parce que le but, c'est d'amener des femmes ordinaires qui n'ont jamais eu aucune expérience De la criminalité. de criminalité à commettre vraiment un gros coup. Fait que j'ai donné cette permission-là au film, j'ai donné cette licence-là au film. Il faut dire que c'est un film... Bon, ça a attiré mon attention aussi parce que quand tu m'as proposé ce film-là, là, j'ai découvert que c'était un film réalisé et co-scénarisé par Steve McQueen, qui a fait le superbe film 12 Years a Slave, qui est un film qui a fait découvrir McQueen comme réalisateur, et qui est un film qui a été encensé par la critique, qui était un film qui a été récompensé aux Oscars, etc., tout ça. Là, qui révélait certaines actrices aussi, je veux dire. Qui révélait certaines actrices. Je vais massacrer son nom, mais... Pardon. J'espère que les gens la replaceront. Lupita... bref. Je l'ai en tête, mais j'ai pas son nom en tête. Mais bon. Celle qui est la jeune esclave, là. Oui, absolument. Celle qui se fait flageller, mais quasiment tuer, là. Ouais. Et c'était un de ses premiers rôles. Bref, ouais. Revenons à Widow. Mais revenons à Widow, c'est ça. Alors, c'est un sale casting aussi, là. Oui, c'est un gros casting. Mais c'est ça. Au départ, en tout cas, parce que c'est une réalisation de Steve McQueen, ça attirait mon attention. Là, avant de regarder le film, j'ai lu un peu le synopsis du film et tout ça. J'ai vu la bande-annonce, mais j'ai fait comme, oh, OK, pourquoi Steve McQueen s'intéresse à une histoire de cette nature-là, qui me semble tellement loin de tout ce qui semblait le préoccuper dans 12 Years a Slave. Je pense que après avoir vu Widows, en français c'est sorti sous le titre Les Veuves, je pense que probablement que son plus grand intérêt à faire cette histoire-là, c'était de faire un film où est-ce qu'il mettait le film sur les épaules de 5 femmes. Donc, un film de femmes fortes, ou en tout cas qui se révèlent fortes. Et pas caricaturé, là. Et non, absolument pas. Parce que ce qui est drôle de voir, tu dis, c'est ça qui est bizarre, c'est que on a 5 personnages complètement différents, parce que dans l'histoire, les 5 femmes ne viennent pas du même milieu. Non, pas du tout. Viola Davis qui mène le groupe, oui, je te dirais que c'est peut-être la plus cossue des 5. La fille a jamais... Qui nous apparaît. Oui, qui nous apparaît cossue. Comme étant. Mais tu sais, je veux dire... Il y en a, dans l'histoire, il n'y en a aucune, je veux dire, qui a déjà tiré du gun. Fait que, non, c'est ça. C'est comme, il faut que toute l'histoire passe par là. Ouais. C'est pour ça que c'est très descriptif comme histoire, parce que il faut qu'on passe toutes les étapes. Il faut qu'on voit, comme spectateur, toutes les étapes. Parce que si le scénario est fait de trop grosses ellipses, ça aurait été de la merde. En tout cas, ça aurait attaqué la crédibilité de l'histoire puis des personnages automatiquement. Ouais, puis tu sais, bizarrement, c'est comme, je sais pas si on aurait dit, c'est des personnages féminins clichés, on a fait un montage vite fait pour leur apprendre des trucs, puis c'est comme, bam, ils arrivent, tu sais, je veux dire, à leur coup final. Et alors que là, c'est pas le cas, tu sais, je veux dire, tu vois les femmes inquiètes, tu vois les filles progresser, je veux dire, vers leur coup final. Ouais. Puis, tu sais, je reviens... On mentionnait, je veux dire, le casting de Chinatown tout à l'heure, qui est déjà, mais comme, ultra impressionnant, et je veux dire, qui révèle certaines personnes. C'est un peu, je veux dire, la même chose, je veux dire, pour
Widow, tu sais, dans le sens qu'il y a déjà des personnes extrêmement bien établies dans le casting. Si tu parles de Robert Duvall ou, tu sais, Colin Farrell, mais... Colin Farrell, il y a Liam Neeson. Ouais, mais je veux dire, lui, c'est comme peut-être celui dans le film qui m'a déçu. Ben, Je de trouvais toute que son façon, rôle, il est plate dans le film. ouais, mais en tout cas... C'est comme un prétexte, son rôle, pour faire avancer l'histoire. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, donc pour dire quelques mots aussi sur le film, ou en tout cas un peu la genèse du film. Donc c'est un film qui est sorti en 2018, qui est un film, moi, que quand j'ai vu les données sur le film, j'ai vu que le film avait coûté 42 millions. Puis c'est un... Là, j'ai fait comme, OK. Donc, ah oui, OK. Ah bon, oh bon, très bien. C'est un Oui, le budget est passé dans le casting. Là, gros casting. Bon, ben, on vient de comprendre une chose. c'est... Mais malheureusement, c'est un film qui a été presque un flop parce que il a coûté 42 millions, il en a rapporté en tout et pour tout sur l'ensemble des pays, là, je veux dire sur la planète, il en a rapporté 76 millions. OK, c'est à peine payé. Et il ne s'est pas payé parce que il faut savoir que dans l'économie du cinéma, un film qui fait du profit Ouais. doit faire 5 fois son budget. Ça, c'est l'économie du cinéma. OK? Parce qu'il y a tellement d'intermédiaires entre... Le marketing, la pub... entre le studio, ou en tout cas le producteur, et le spectateur, il y a tellement d'intermédiaires qui se prennent chacun une cote, sans compter aussi la campagne de publicité du film, qui, dans le cas de certains films, coûte très cher, et tout ça. Fait que, de façon, en moyenne, là, on dit qu'un film doit rapporter 5 fois pour se payer. C'est-à-dire que, par exemple, un film d'1 million, s'il fait 5 millions au box-office, il s'est payé. Il n'a pas fait de profit. Just you break even. Break-even, OK? OK. Si le film fait 6 millions, OK? Ben, OK, il aura fait 1 million de profit. Fait que, donc, le film a coûté 42 millions, on en a fait 76. Aïe, aïe, ça fait mal. Mais là, je veux dire, oui. Mais bref, t'as aimé, c'est ça, globalement, ce film-là. Je veux dire, tu trouvais ça comme par rapport aux autres films J'ai aimé, policiers. mais c'est pas un film qui m'a... tu sais, je C'est dirais divertissant. pas, je dirais pas que c'est un film qui m'a marqué, là. T'sais. Mais c'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça que je veux comme faire ressortir à travers les conversations qu'on aura, les films qu'on va voir, qu'ils soient drôles, épeurants ou pas. Tu sais, je sais qu'on n'aimera pas toujours les mêmes films, mais c'est quand même le fun. Mais ça, c'est pas grave. Au contraire, ça peut être Mais c'est ça. constructif. C'est quand même le fun pour les discussions, tu sais. Je veux dire, pour faire avancer la chose, pour voir comment les films ont évolué, tu sais, de voir qu'on n'est pas, je veux dire, sur un commun accord par rapport à qu'est-ce que représente un film. Ces deux films-là, je veux dire, je pense, d'une certaine manière, peut-être moins pour Widow, sont polarisés. Widow, on vient de mentionner que c'est peut-être un peu décevant parce que le film n'a pas fonctionné. Je veux dire, puis aux yeux de certaines personnes, paraîtra pas nécessairement un succès. Moi, je trouve, et j'encourage les gens quand même à le découvrir, justement, pour une fois, je veux dire, dans un film d'action, dans un film policier, le rôle des femmes est pas mis au rencard. Je veux dire, les femmes qui sont représentées dans le film ne sont pas un cliché. En tout cas, c'est ce que j'ai considéré pour ma part. Ouais. Je veux dire, tu sais, et parce que c'est des femmes fortes qui veulent cheminer, qui s'en calissent des menaces, je veux dire, qu'on va leur faire, qui font comme « Asti, tu me menaces, je veux dire, de venir tuer ma famille, check-moi bien arriver dans un mois, tu m'en prends une d'en face, le grand, là, tu sais. Ouais. » Elle tient ça, puis elle dit une phrase, puis c'est peut-être la phrase, oui, elle est cliché, mais à un moment donné, il y a toute une conversation entre elle et ses consoeurs je veux dire, dans l'intrigue, c'est comme « On le fait-tu? On le fait-tu pas? Je veux dire, on accepte-tu? On calisse-tu notre camp? » Je veux dire, puis elle a dit non, on va le faire, puis on va le faire pour une seule et bonne raison. Il n'y a personne qui pense qu'on a les couilles pour le faire. Puis en anglais, ça sonne mieux. Nobody thinks we got the balls to pull this off. Ouais. Puis c'est comme, oh, OK, comme, tu comprends la confiance du personnage. Puis ça, je trouvais ça intéressant à ce moment-là. Puis c'est comme ça te fait embarquer sur leur côté. Puis tu te rends compte aussi qu'à travers l'intrigue, que les maris qui sont morts au début, c'était vraiment des crottés, câlisses. Ouais. Tu sais, je veux dire, Ouais. puis
le dénouement de ce film-là vous fait comprendre certaines choses, puis par rapport, remonte, à mon opinion, d'une certaine façon, encore plus le côté statut, je veux dire, de femme forte et non caricaturée, je veux dire, dans le film, tu sais, qui prend sa place, qui agit, je pense, logiquement par rapport à leur mari, qui, dans l'histoire, dans l'intrigue, ben, ils sont un peu niaiseux. Oui, sauf que il y a un personnage dans le film dont il faut parler aussi, qui est un peu le tueur à gages là, dans le film, Je là, m'en rappelle pas, c'est qui? qui est Daniel Kaluuya, Mm-hmm. et dont on reparlera parce qu'il revient dans un autre film qu'on s'est proposé Oui! de regarder. Ben, non, tu peux, Euh, tu sais, tu peux le mentionner, je veux dire, dans les prochains épisodes, probablement dans le prochain épisode. On je va veux dire, reparler en tout cas de cet acteur-là ouais, dans le film Get Get Out. Out. Et parce que j'ai vu le film Get Out avant de regarder Widows, donc j'ai vu cet acteur-là, Dans un film d'horreur. Daniel Kaluuya, dans un film, un thriller d'horreur, en tout cas, jouer un personnage extrêmement vulnérable. Puis vraiment pas con, là, parce que Non, pas méfiant. pas con, méfiant, mais en même temps très vulnérable Ouais. et tout ça, presque incapable d'agressivité. Puis tu le voyais dans ce film-là. Et là, je le vois dans Widows, mais c'est le gars vicieux, là, dans sa méchanceté. Tu sais, Là, tu je le veux regardes à un moment dire, donné. il tue du monde tu sais, à bout de gun. Puis je veux dire, il est à l'enterrement, il regarde les femmes avec son petit sourire en coin de faux cul, puis il fait comme Oui. Hello! Donc un rôle très Haïssable. vicieux, là. Cet acteur-là m'a impressionné, là, parce que là, je l'ai vu sous deux facettes complètement différentes, là, et livrer des performances, en tout cas, très convaincantes. Ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. OK. J'espère que les gens qui ont écouté ont aimé, je veux dire, les propos qu'on a tenus, aimeront découvrir les films. C'est à votre discrétion. Ben, en tout cas, c'est une invitation. C'est une invitation, totalement. Et pour le prochain épisode, on vous parlera comme Papa mentionnait, on va vous parler de Get Out, qui, pour moi, a été, je veux dire, une révélation dans le terme de l'horreur du thriller, et aussi, je veux dire, un intérêt parce que je connaissais le scénariste du duo humoriste Key and Peele, et Jordan Peele? oui, c'est ça. Excusez-moi, Oui. je cherchais son nom. Jordan Peele. Jordan Peele Ouais, qui a réalisé Get Out et qui a écrit le scénario. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est le premier... Le premier... en fait, il a gagné un Oscar pour le meilleur scénario original. Et c'est donc le premier noir, artiste noir, qui gagnait dans cette catégorie-là. Oui. Et en plus, excuse-moi, et en plus, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que donc, en tout cas, ça témoigne que c'est un film intéressant parce que quand on gagne l'Oscar du scénario original, c'est un méchant défi. Deuxième chose, juste avant de te laisser la parole, deuxième chose, c'est un très gros succès commercial, mais on en reviendra. énorme. Mais oui, vous allez être impressionné des chiffres qu'on va vous mentionner. Oui. Puis, pour le devoir que moi j'avais à faire pour le prochain épisode, j'ai vu un film de guerre un peu déconcertant, un peu funky puis fucké par bout. J'ai un peu Peace and Love aussi en même temps. Là. Je vais te laisser dire le nom. Johnny En anglais, c'est un film américain. Donc, le film s'appelle Johnny Got His Gun. En français... Johnny s'en va en guerre. Johnny s'en va en guerre. Et c'est un film qui a été un classique. C'est un classique. Vous le découvrirez par vous-même, mais vous allez être impressionné de voir à quoi pouvait ressembler Donald Sutherland à 35 ans. Sur ce, on va vous conseiller d'aller voir les deux films dont on vient de vous parler aujourd'hui. Et on espère que vous viendrez nous écouter au prochain épisode. C'est un rendez-vous. Merci.